Merci à tous d'être là pour ce premier webinaire de on va dire notre série trilogie sur les enjeux actuels de l'UX Research. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble quelle peut être la portée et on va dire le scope de l'UX Research. Avant de commencer, je vais déjà me présenter. Donc, je suis Anaïs Valentin et je suis directrice des études chez Fairpection depuis plus de 3 ans. Et avant cela, je travaillais en institut d'études. Petite parenthèse, on va dire technique, il y a un chat, donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions au fur et à mesure. J'essaierai de faire des pauses pendant la présentation pour que ce soit aussi plus interactif. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Et si vous avez des problèmes techniques, si le son n'est pas bon, si vous ne voyez pas la présentation, n'hésitez pas à le signaler aussi. On essaiera de réparer ça. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Je pense qu'on en a pour moins d'une demi-heure. Et puis après, on pourra encore une fois prendre un petit peu de temps à la fin pour ceux qui ont le temps, pour répondre à d'autres questions. Donc, avant de rentrer dans on va dire dans le vif du sujet, si j'arrive bien à passer mes slides. Tout à l'heure, ça fonctionnait très bien. Donc, non. Alors. Bon. On va y arriver. On va faire comme ça, sinon. Voilà, c'est pas grave, ça sera un petit peu moins fluide, mais au moins on y arrive. Donc, je voulais juste vous présenter Fairpection pour ceux qui connaissent moins ou qui connaissent pas du tout. Donc, on est une entreprise spécialisée dans l'UX Research et on accompagne nos clients en fait, dans l'optimisation de leur expérience utilisateur, puisqu'on sait que c'est souvent des process qui sont un petit peu compliqués, chronophages aussi à mettre en place en interne, puisqu'il y a toute la phase de recrutement qui peut être compliquée, de savoir déjà quels sont les bons profils, la bonne cible à interroger, prendre le temps de les recruter. Choisir aussi le bon dispositif, la bonne méthodologie, savoir poser les bonnes questions. Et puis enfin, une fois qu'on a récolté toutes ces données, tous ces retours d'utilisateurs, savoir quoi en faire et passer du constat aux solutions. Donc c'est là qu'on intervient et qu'on accompagne nos clients sur de la phase de recrutement, donc où on peut recruter vos utilisateurs finaux, que ce soit sur des sites B2C, B2B, B2E également, à la phase évidemment de mise en place du projet d'étude, donc via différentes méthodologies, que ce soit du test utilisateur à distance, des entretiens, des focus group ou du sondage quantitatif, et puis jusqu'à l'étape évidemment d'analyse et de recommandation pour vous donner des solutions actionnables à mettre en place rapidement. Notre plus-value, c'est qu'on apporte à nos clients une double expertise, à la fois études et conseils UX, avec des profils qui vont être plus user researcher, comme le mien par exemple, où là on va vraiment intervenir en phase amont, on va dire, du projet pour bien le cadrer vos objectifs, mettre le bon dispositif, la bonne cible à interroger en place. Et puis des profils plus UX et product designer qui là, eux vont plus intervenir sur la phase, on va dire, finale du projet, sur tout ce qui va être analyse et recommandation. Donc voilà pour une rapide présentation de Fairpection. Aujourd'hui, donc, on va voir ensemble quel peut et on va dire quel doit être finalement le scope de l'UX Research. On va voir que ce n'est pas que du digital et du design comme c'est vrai qu'au premier abord, on a tendance à imaginer cela, et puis que ça va au-delà du test d'utilisabilité et du test post-production. Donc, tout d'abord, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que, pour refaire, on va dire, reposer quelques bases, l'UX, c'est une discipline qui est encore assez récente et qui est née en s'inspirant en fait de différents métiers plus anciens, on va dire ça, comme l'ingénierie, le marketing, la psychologie, la stratégie et le design. Il y en a d'autres, mais on va dire que ce sont les cinq principaux, les cinq piliers. Donc, on voit que c'est un univers qui est très vaste et donc on ne peut pas vraiment réduire à du design d'interface digitale.
Puisque donc l'UX, l'expérience utilisateur, qu'est-ce que c'est? Si on regarde la définition, c'est vraiment le ressenti et l'attitude d'une personne lors de l'usage d'un produit ou d'un service. Donc en fait, tout simplement, ça va être le point de rencontre entre vos utilisateurs et votre produit, votre service ou votre marque. Et en fait, ces points de rencontre, ils sont vraiment multiples. Si par exemple, là, on se concentre juste sur une expérience digitale, alors il y a évidemment le design de l'interface utilisateur sur votre site qui va faire partie de cette expérience, mais pas que. On va retrouver aussi tout ce qui va être, par exemple, recherche de votre marque, de votre site sur Google. Donc, est-ce que vous êtes bien référencé? Votre présence sur les réseaux sociaux aussi, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous donnez une bonne image? Est-ce que vous faites passer les bons messages? Tout ce qui va être notoriété, donc est-ce que par exemple vous êtes aussi présent sur des blogs, sur des articles, dans les médias? Donc évidemment votre site qui fait partie encore une fois de cette expérience, et puis tout ce qui va être aussi avis sur Google, sur d'autres sites comme Trusted Advisor, des choses comme ça. Et tout ça en fait, ça va vraiment contribuer à l'expérience de l'utilisateur jusqu'à l'achat en ligne. Et là encore, on est vraiment que sur une expérience online. Et je pense qu'on a tous en tête aujourd'hui que la grande majorité des expériences clients, elles ne sont plus online ou offline, elles sont vraiment omnicanal, c'est-à-dire que c'est un tout. L'utilisateur va être confronté à une multitude de points de contact, comme je viens de le dire, que ce soit online ou offline. Et pour ça, pour lui, ça va vraiment constituer une seule et unique expérience globale. Donc, si on prend un schéma qui est assez classique, hein, on va être sur les réseaux sociaux, on va voir une marque, un lien sponsorisé, donc on va cliquer dessus. Donc ça va être un premier point de contact. On va arriver sur le site de cette marque, on va être sur la boutique en ligne, on va faire notre achat. Donc ça, c'est le deuxième point de contact. En attendant notre livraison, il va y avoir quelques jours de retard. Par exemple, il y a un confinement au hasard. Donc là, on va appeler le service client parce qu'on va avoir un retard dans la livraison. Donc, on va s'inquiéter. Donc ça va être un troisième point de contact. Ensuite, finalement, au bout de quelques jours, on va recevoir le produit dans son emballage. Donc, on va aussi vérifier est-ce que le packaging est satisfaisant, est-ce que le produit est satisfaisant, est-ce qu'il correspond bien à ce qu'on a commandé, à nos attentes. Et puis, finalement, si ce n'est pas le cas, si ça ne va pas, on va aller en magasin pour échanger ou se faire rembourser sur le produit. On peut imaginer, encore une fois, ce n'est qu'un exemple, on peut imaginer cette expérience, encore une fois, on va dire assez classique. Et on voit que là, on a eu vraiment 5 points de contact avec la marque, qui sont des points de contact différents, qui soient soit offline, soit par téléphone, soit online. Et pour nous, en tant qu'utilisateurs, ça n'a vraiment été qu'une seule expérience globale. Ça a été qu'un seul achat. Donc, c'est vraiment important aujourd'hui de mettre de l'homogénéité et de la continuité d'un point de contact à l'autre et en fait de tisser des passerelles entre ces points de contact, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on appelle ça une expérience passerelle. Donc c'est vraiment important d'avoir une vision omnicanale. Donc ça, c'était on va dire le premier point sur le fait que l'UX n'est pas que du digital et du design. Et ce qu'il en découle, c'est que l'UX Research, du coup, ce n'est pas que du test d'utilisabilité, comme on a souvent tendance à associer les deux. Puisque l'UX Research va vraiment analyser cette expérience, donc l'expérience utilisateur, dans sa globalité. Donc là, vous pouvez voir, c'est une grille d'analyse qui a été faite par nos consultants chez Perfection et qu'on utilise pour toutes les phases d'analyse, et où on va analyser justement l'expérience utilisateur sur 3 dimensions. Donc, il va y avoir un premier niveau de satisfaction, donc où là, on va avoir des notions d'utilisabilité, évidemment, ce n'est pas exclu, mais aussi des notions d'utilité et d'accessibilité. Ensuite, on va avoir un deuxième niveau où là, on va être plus dans la perception. Donc, est-ce qu'on va créer de la crédibilité, de la désirabilité? Et enfin, un troisième niveau d'engagement où là, on va plus faire attention à des points d'adoption et de rétention. Et en fait, c'est la validation de ces trois dimensions qui vont permettre à la marque de vraiment créer de la valeur à travers l'expérience utilisateur.
Et pour analyser cette expérience, l'UX Research va avoir recours, on va dire, à une espèce de grande boîte à outils d'études, de méthodologie. Donc là, c'est quelques exemples, il y en a d'autres évidemment, mais on va retrouver, si on doit généraliser et simplifier la famille, on va dire, des études quantitatives, où là, on peut par exemple retrouver du sondage, des données analytics, et puis la famille des études qualitatives, où là, on peut avoir des tests utilisateurs à distance post-modérés, des entretiens individuels, des focus group. Il y en a encore une fois d'autres, on reste sur les principaux. Et donc ces deux familles, ces deux approches vont vraiment se compléter, puisqu'il y en a une qui va pointer le quoi, on va dire, et l'autre va pouvoir permettre d'expliquer le comment et le pourquoi. Donc c'est vraiment des approches complémentaires. Et en fait, en utilisant ces différentes méthodologies, on se rend compte qu'on va pouvoir aboutir à vraiment des types d'études très variées. Là, encore une fois, ce ne sont que des exemples, mais c'était vraiment pour montrer l'étendue de ce qu'on peut faire en UX Research, mais il y a évidemment plein d'autres types d'études et plein d'autres objectifs auxquels ça peut répondre. On peut évidemment retrouver des études de ciblage, notamment avec tout ce qui va être persona, archétype, tout ce qui va être image de marque. Donc, est-ce que finalement, je vais chercher à valider mon positionnement ou au contraire à le revoir, tout ce qui va être évidemment test de concept, des études d'opinion aussi. Alors, c'est vrai que ça peut paraître un petit peu plus lointain, mais je pense à un exemple d'un de nos clients qui travaille dans le secteur de l'énergie et qui voulait développer un service pour accompagner ses utilisateurs dans la transition énergétique. Donc là, on avait mis en place vraiment un sondage d'opinion auprès de tous les Français sur quelle était un peu leur perception sur toutes les problématiques environnementales et quels leviers pouvaient être activés pour cette transition énergétique, pour ce service en tout cas. Et donc, tous ces types d'études vont de la même façon pouvoir répondre à des besoins très différents, soit plus exploratoires, comme découvrir ses utilisateurs, leurs besoins, évaluer l'appétence pour une offre ou un produit, ou des choses qui vont être par exemple plus dans la co-création, donc vraiment prendre ses utilisateurs et co-créer avec eux un produit ou une offre. Donc, encore une fois, ce n'est pas exhaustif, mais ça donne on va dire une idée de l'étendue des études qu'on peut faire avec l'UX Research. Juste donner un exemple, et puis après, on pourra regarder si on a des premières questions. Mais pour illustrer en fait ce qu'on vient de voir, on a un de nos clients qui est Pipengo, donc qui est une filiale du groupe Sanef, un des principaux propriétaires d'autoroutes en France. Et en fait, leur problématique, ils avaient envie vraiment d'investir plus largement dans le domaine de la mobilité et d'élargir leur offre en proposant de nouveaux services via une application. Donc, derrière cet enjeu, il y avait deux objectifs. Le premier, c'était déjà de comprendre les automobilistes et les attentes que les automobilistes pouvaient avoir en termes de mobilité. Et puis, concevoir justement une version bêta, on va dire un premier draft d'application justement en partenariat avec ses utilisateurs. Et donc, pour eux, on a mis en place ce qu'on appelle un processus en double diamant, donc un processus de design thinking. On va avoir un premier diamant qui va vraiment servir à qualifier les problèmes, à les identifier, et un deuxième diamant qui va être plus dans la résolution des problèmes. Donc, si on reprend vraiment phase par phase, on a eu une première étape, on va dire, de découverte, où là, on a mis en place des entretiens individuels avec la cible. Donc là, on était vraiment dans une démarche exploratoire de comprendre les automobilistes, quelles étaient leurs attentes, quels étaient leurs profils aussi. Donc ça a permis d'identifier, on va dire, des premières pistes et des premiers, on appelle ça souvent des proto-personas, voilà, des personas à revalider derrière. Donc c'est ce qu'on a fait sur la deuxième étape, où là, on a mis en place un sondage quantitatif. Donc l'idée, c'était plus là d'aller dans une phase, on va dire, convergente et de revalider toutes les pistes qu'on avait vues sur la première phase d'ouverture. Où là, justement, on a pu vraiment valider les personas qu'on avait pu pré-identifier en première phase. Et avec ces personas, justement, identifiés, on a pu reprendre la troisième phase donc on va dire de l'étape de plus de solutions,
où là, on a mis en place des focus group avec ces personnes-là pour commencer à co-construire justement l'application, quelles fonctionnalités on pouvait mettre derrière, quelles étaient les attentes en termes de contenu. Donc, il y a vraiment eu cette étape d'idéation et de co-construction. Et suite à ça, donc, il y a un prototype qui a été développé, qu'on est venu tester en dernière, on va dire en dernière étape, via un test utilisateur à distance. Donc là, c'est vraiment un exemple pour montrer que le projet s'est fait vraiment, on va dire, de A à Z, donc sur différentes étapes, avec différentes méthodologies qui répondaient toutes à des objectifs différents. Avant de faire la troisième partie, est-ce qu'il y a déjà des questions? Là, je m'adresse du coup plus à Thibaut ou Romain, qui on l'a vu sur le chat que je n'ai pas. On n'a pas encore de questions sur le chat, mais on peut laisser 30 secondes si ça te convient. Ou sinon, on peut aller sur la troisième partie et puis on regardera les questions à la fin s'il n'y en a pas. Allez. Donc la dernière partie, ça va vraiment être en lien avec ce qu'on vient de voir, c'est que l'UX Research, ce n'est pas que du test post-production. Donc qu'est-ce qu'on appelle un test post-production, pardon. Ça va être une fois que justement qu'on a fait tout ce travail de prototypage, de finition et donc de mise en service de live d'un site par exemple, où on pourrait imaginer un produit physique aussi, en fait, une fois qu'on l'a lancé. On va venir le tester. Et puis là, donc, on va se rendre compte des choses qui sont à valider, d'autres choses qui sont à retravailler. Mais on est vraiment, on va dire, dans la phase après lancement ou post-live, comme on pourrait dire pour un site. Alors qu'en fait, c'est vraiment important de tester à toutes les étapes du projet. Donc là, encore une fois, ça résonne, on va dire, avec l'exemple qu'on vient de voir sur Beep & Go. Donc de la phase exploratoire à la phase de prototypage, phase bêta et aussi une fois que c'est en service. Mais c'est vrai que c'est important et pertinent de vraiment tester à toutes les étapes du projet. Alors, on sait que ce n'est évidemment pas toujours facile à mettre en place, soit pour des questions de temps, soit pour des questions de budget aussi, évidemment. Mais au-delà, on va dire, de pouvoir tester à toutes les étapes du projet, ce qui est important, c'est que on va dire, le point le plus important, c'est de tester le plus en amont possible. Pourquoi? Parce que ça va vraiment permettre de gagner en productivité. On sait qu'un projet digital, pour un projet digital, la conception de l'UX, ça va représenter 40% de l'effort de développement et suite à ça, et donc une fois que c'est développé, 80% des correctifs qui n'étaient pas prévus. Donc, c'est-à-dire qu'une fois que votre site est lancé, vous le testez ou tout simplement vous allez recevoir des avis, des feedbacks utilisateurs spontanés aussi, par exemple. Et là, en fait, vous allez vous rendre compte qu'il y a plein de pistes qui finalement n'étaient pas les bonnes. Donc, il va falloir détricoter tout le projet qui a été mis en place. Et alors, pas tout, hein, évidemment, mais en tout cas une bonne partie du projet qui a été mis en place et venir le retricoter. Donc, c'est vrai que là, on voit que ça va être forcément une grosse perte de temps et donc aussi une grosse perte d'argent. Donc, c'est pour ça que c'est important d'écouter ces utilisateurs bien en amont parce que ça va vous permettre d'identifier les bonnes pistes, donc les bonnes décisions à prendre. Et ça va aussi vous permettre de faciliter cette prise de décision. Alors là, je m'adresse peut-être plus, on va dire, aux grandes boîtes où on sait qu'il y a plusieurs niveaux soit d'hiérarchie, soit plus de parties prenantes sur certains projets. Mais on sait que la prise de décision, elle n'est pas toujours facile. Il y a toujours un petit peu d'émotionnel aussi dedans. On va avoir une personne qui va nous dire oui, mais moi, la sœur de ma cousine dit que ça devrait être vert parce qu'elle aime bien le vert. Et une autre personne qui va dire oui, mais moi, j'ai été en Australie et ça, ils le font en rouge. Voilà, donc, pour donner un exemple, je pense que ça doit résonner au moins pour certains d'entre vous. Et en fait, donner la parole aux utilisateurs, les écouter, ça va vraiment permettre d'amener, on va dire, un juge de paix, en fait, une personne neutre et qui finalement est la personne la plus importante, enfin en tout cas sa voix est la plus importante. Et donc ça va permettre de rationaliser et d'accélérer toutes les prises de décision qui peuvent parfois rencontrer des petits problèmes. Donc ça va être un gros gain de productivité puisque ça va vous permettre de gagner encore une fois en temps et évidemment en argent. Et
au-delà, on va dire, de tester le plus en amont possible, si on va chercher encore un cran plus loin, alors là, on est vraiment dans, on va dire, dans le scénario idéal. Encore une fois, on a conscience que ce n'est pas toujours facile à mettre en place. Ça demande du temps, ça demande aussi de la pédagogie pour mettre en place dans une entreprise. Mais c'est vrai qu'in fine, l'idéal, c'est de réussir à mettre en place une démarche cyclique plutôt que linéaire. Donc, qu'est-ce qu'on entend par une démarche linéaire? C'est tout simplement ce dont on vient de se parler, c'est-à-dire qu'on met en place un projet, on va faire un test une fois à la fin de ce projet, et puis ensuite, on va apporter les optimisations, évidemment, hein, si on voit qu'il y en a à faire, et puis ensuite, on va un petit peu le laisser de côté, et puis on y repensera plus tard. Donc ça, c'est encore une fois déjà bien. Hein. De toute façon, dès qu'on écoute ses utilisateurs, c'est déjà une première étape. Il faut aussi pas on va dire se flageller, parce qu'il y a aussi des entreprises ou sur des projets où ça ne se fait pas du tout. Donc déjà, le faire un petit peu, c'est bien. Mais encore une fois, si on prend un objectif idéal, mettre en place une démarche cyclique, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre d'alléger tout ça, en fait, d'alléger les process et de travailler de manière plus agile. Alors, c'est un mot qu'on entend souvent, mais encore une fois, on est vraiment dans le fait d'alléger les process en faisant les choses plus souvent et de manière plus simple. Et ça va permettre donc de tester en continu pour optimiser l'expérience en continu. On va pouvoir ainsi voir l'impact des changements qui vont être apportés au fur et à mesure. Tout simplement voir évoluer la satisfaction des utilisateurs dans le temps. Et puis, comme je le disais, éviter des projets de refonte qui parfois sont très lourds, où, par exemple, comme je le disais, on ne s'est pas replongé sur un projet depuis 2 ans. Bon, en 2 ans, les attentes des utilisateurs évoluent, les techniques évoluent, voilà, il y a beaucoup de choses qui changent et finalement, on va se retrouver sur des projets de refonte très lourds qui vont prendre plusieurs mois à mettre en place, alors que si on teste en continu, encore une fois, de manière plus simple et plus légère, ça va vraiment permettre de faciliter les process de travail. Et c'est justement ce qu'on fait par exemple avec un de nos clients qui est Lacoste. Alors eux, leur enjeu, on va dire, pas un enjeu ponctuel, mais c'est justement de renforcer les achats online tout en préservant une image de marque assez haut de gamme. Et donc pour faire ça, ils ont vraiment besoin d'avoir une expérience utilisateur en ligne qui soit aussi satisfaisante, voire plus satisfaisante que celle qu'ils peuvent proposer en magasin. Et donc c'est pour ça qu'ils ont vraiment besoin de placer les besoins utilisateurs au centre de leur expérience. Et donc pour ça, on réalise un test utilisateur, le même, tous les 3 mois, en France et aux États-Unis. Donc sur le parcours d'achat, à chaque fois, c'est le même test utilisateur qui est mené. Et ça permet vraiment de voir justement l'évolution dans le temps et l'évolution des attentes des utilisateurs. Là, c'est un exemple de ce qui avait été fait en début d'année. Donc, en haut, vous avez on va dire le schéma, la courbe de satisfaction sur ce Customer Journey qui avait été fait, je crois, en janvier. Donc, on voit par exemple que sur la page produit, il y avait un taux de satisfaction qui était assez bas, qui était à 36%. Donc, c'est ce qu'ils ont retravaillé en priorité, puisque là, par exemple, en voyant cette courbe, on voit bien que c'est l'étape la moins satisfaisante. Donc, ça leur permet aussi d'identifier rapidement sur quel problème se concentrer. Donc, il y avait, si je me souviens bien, des problèmes au niveau du contenu. Il n'y avait pas assez d'informations sur les produits, sur les visuels aussi qui étaient proposés. Donc, ça, c'est des modifications qu'ils ont apportées assez rapidement. Et on voit que sur le test numéro 2, la page produit, donc, qui a été faite en mars ou avril, la page produit est tout de suite beaucoup plus satisfaisante. Alors, par contre, on avait perdu en satisfaction sur le mode de livraison, mais ça, ce n'était pas vraiment de leur faute puisqu'on était déjà en confinement. Donc voilà pour cet exemple de démarche, encore une fois, cyclique ou de vraiment tester en continu pour travailler vraiment, on va dire, en itération avec les utilisateurs. Et en tout cas, on va dire que les 3 messages clés à retenir de cette présentation,
les enjeux, on va dire, les défis de l'UX Research aujourd'hui, ça va vraiment être d'adopter une vision omnicanal pour penser en fait une expérience globale et donc essayer de diminuer, voire de complètement tuer tout ce travail en silo qui peut parfois être fait. Inclure les utilisateurs le plus en amont possible et, si possible, encore une fois, à chaque phase de la conception. Et puis, on va dire dans un monde idéal, dans une démarche idéale, essayer d'avoir plus une approche cyclique pour une amélioration continue versus une approche très, très linéaire et ponctuelle. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions, s'il y en a dans le chat. Oui, Anaïs, il y a des questions. La première qui est très sympa pour toi, elle serait de savoir quelle formation suivre pour exercer le même job qu'Anaïs. Alors c'est une bonne question. Je n'ai pas, pas suivi de formation, on va dire, particulière à part école de commerce, marketing, spécialisée dans tout ce qui est études. Et donc, encore une fois, alors, formation aussi, finalement, puisque je pense que les premiers jobs font partie aussi de la formation. Donc, comme je le disais, moi, j'ai travaillé 4 ans en institut d'études et ça, c'est plutôt une bonne formation pour après aller vers de l'UX, puisque c'est quand même très, très, très semblable, puisque l'idée est toujours, de toute façon, d'écouter les consommateurs, les utilisateurs, peu importe le nom qu'on leur donne, mais le processus est le même. Et peut-être pour compléter ta réponse, c'est vrai que ce sont des métiers nouveaux, en particulier celui de la recherche utilisateur, qui va être un peu différent de l'UX design, donc celui qui fait versus celui qui mesure, pour simplifier. Donc aujourd'hui, plusieurs chemins peuvent y mener, qu'on vient effectivement des études, d'une école de commerce ou du design. On voit quand même beaucoup de gens qui ont il n'y a pas de chemin tout fait et en tout cas nous-mêmes quand on recrute on regarde plutôt des gens avec des expériences pluridisciplinaires. Oui, c'est exactement ça. Et puis, comme on a vu au tout début de la présentation, encore une fois, l'UX, c'est quelque chose qui est né de vraiment des métiers très différents. Donc, aujourd'hui, on retrouve des gens qui font l'UX, qui ont eu plutôt des formations en psychologie, d'autres des formations beaucoup plus techniques. Donc, effectivement, comme disait Thibaut, il n'y a pas de chemin unique. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est sur une même discipline, de retrouver des gens qui ont des expertises et des approches qui vont venir se compléter. Ensuite, on a une question d'Antoine que je vais relire. L'UX s'occupe-t-elle également de la partie développement et pas seulement de la partie études, où vous envoyez vos premiers résultats, votre client s'occupe du dev et vous envoie un concept d'application que vous allez de nouveau évaluer. Si tu veux, je réponds comme tu sens. Tu as lu très vite, du coup, je veux bien parce que... Je veux bien répondre, ok. Alors, nous, on a fait le choix, effectivement, en ce qui nous concerne, de ne pas être juge et partie. C'est-à-dire qu'on est spécialisé dans l'UX Research et uniquement l'UX Research et on ne fait pas à la place de nos clients. Ça nous arrive de toucher du doigt des petits bouts de maquette ou de design à travers nos recommandations pour aider nos clients à avoir plus clair dans ce qu'ils doivent faire pour améliorer leur projet. En revanche, on n'est effectivement pas l'agence, ni l'agence de design, ni celle de dev. Et donc là, on a bien deux sujets. Un sujet d'UX Research d'un côté, qui est plus neuf, et un sujet d'UX Design, qui est un peu moins neuf. Après, donc ça, c'est un parti pris de notre part, puisqu'il existe un certain nombre d'agences qui vont proposer à la fois le design et la recherche. Alors, sans vouloir critiquer, ça nous dérange un petit peu parce que souvent, ce sont les mêmes personnes qui font le design qui vont conduire la recherche. Et donc, on voit bien qu'il y a un petit souci, à nouveau, comme je le disais en intro, de juger parti en intro de cette question. Mais voilà, c'est à vous c'est à vous d'être juge du bien fondé de ce parti pris. On a une troisième question que je vais te laisser prendre parce que je vois qu'il y a d'autres questions qui arrivent. Concernant le double diamant, sommes-nous obligés de faire un entretien individuel avant de faire un focus group? Peut-on faire l'inverse? Focus group puis entretien individuel pour affiner. Quelle est la meilleure pratique? Alors,
En fait, c'est difficile et à la fois facile de répondre à cette question dans le sens où il n'y a pas de meilleure pratique. Ça va vraiment dépendre du projet et des objectifs que vous avez derrière. Pour répondre à la première question qui était est-ce qu'on peut inverser, oui, totalement, si ça s'y prête, on peut totalement imaginer une phase exploratoire en focus group où encore une fois, on va être plus vraiment dans la compréhension, l'exploration des utilisateurs. Les focus groups se prêtent très bien à ça. Encore une fois, ça dépend de la cible, ça dépend des objectifs, des réponses qu'on cherche derrière. Et alors, bon, sur la phase d'idéation, c'est vrai que c'est quelque chose qui se fait... le focus group se prête, on va dire, idéalement à la phase d'idéation, mais on pourrait aussi imaginer, encore une fois, dans un autre projet, avoir cette phase plus de réflexion sur comment commencer ce projet avec des entretiens individuels. Donc, c'est tout à fait possible et il n'y a pas de méthode, de schéma unique. Le schéma, c'est effectivement d'avoir cette succession de phases d'ouverture et de convergence suite à ça. Mm. C'est la fin de ma réponse, Thibaut. Oui, merci beaucoup Anaïs, j'espère qu'elle était très claire pour tout le monde. Je n'ai, contrairement à ce que j'ai annoncé, pas d'autres questions, parce qu'on avait plus une question logistique, donc oui, on pourra revoir la présentation au moins en PDF, et puis on va voir dans quelle mesure on le remet sur YouTube ou si on vous envoie le lien d'une précédente intervention. Alors, du coup, je n'ai pas d'autres questions qui arrivent, mais des remerciements, et ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon, parfait. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va vous libérer. S'il y en a d'autres, n'hésitez pas. On va rester encore quelques minutes là. Et puis, s'il y en a d'autres qui vous reviennent, n'hésitez pas aussi à nous contacter par la suite. Oui, bien sûr. Ce sera avec plaisir. Oui, tout à fait. Même sans, voilà, ça ne nous engage à rien. On aime échanger. Et puis, évidemment, je n'ai pas précisé, mais on vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure pour le deuxième webinaire qui sera alors encore plus d'actualité depuis... il était déjà très, mais on va dire encore plus depuis hier soir sur comment passer aux études à distance. Oui, très important.